Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, le second de la série des webinaires du concours Positive Future. Le thème ce soir sera Bien vivre dans la ville en 2100, des pistes concrètes pour un futur positif. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aborder pleinement et directement le thème qui est celui de notre concours Positive Future, dont il sera d'ailleurs l'occasion de discuter plus précisément des modalités, si vous le souhaitez, lors d'une session de questions-réponses qui portera vraiment directement sur le concours après les présentations de ce soir. Parce que je rappelle que le concours a été ouvert là le 1er avril et la plateforme pour déposer les œuvres proposées sera ouverte jusqu'au 31 mai. Donc, je suis Simon Luc, le directeur scientifique de l'Institut d'études avancées de Paris, qui est une des institutions organisatrices du concours. Et j'ai le plaisir ce soir de vous présenter et d'accueillir les deux organisateurs du concours, Jean-Éric Aubert et Sadi Lalou. Donc, je vais les présenter assez brièvement avant qu'ils ne fassent leur intervention. Alors, Jean-Éric Aubert a eu une carrière de fonctionnaire international à l'OCDE, puis à la Banque mondiale, avant qu'il ne devienne consultant pour ces organisations et pour d'autres instances internationales, dont des agences des Nations Unies. Il est spécialiste des politiques de la science, de la technologie et de l'innovation. Il a travaillé dans plus d'une quarantaine de pays, de tout niveau de développement, comme conseil et évaluateur auprès des gouvernements. Il préside aujourd'hui la Fondation 2100 et la Société française de prospective. Il est économiste de formation, docteur de troisième cycle en mathématiques, et il a développé une compétence d'anthropologue de l'innovation et de la prospective qui résulte de ses expériences de terrain qu'il a restituées dans un ouvrage, notamment Culture et systèmes d'innovation, qui est paru aux presses des mines en 2017. Sadi Lalou, quant à lui, est directeur de l'Institut d'études avancées de Paris. Son travail, en dehors de l'IEA, porte sur les moyens de changer les activités humaines et de les rendre durables. C'est ce qu'il enseigne dans son Master of Science à la London School of Economics and Political Science, où il est professeur de psychologie sociale. Il a dirigé avant l'IEA de Paris 4 unités de recherche, le département prospectif de la consommation du CREDOC, le groupe prospectif social interne d'EDF, le laboratoire de design cognitif à EDF Recherche et Développement et le département de psychologie sociale de la London School of Economics. Entre autres comités scientifiques, il a siégé au comité d'évaluation du commissariat général au plan. Il a publié plus de 200 articles ou chapitres et 6 ouvrages, dont je vais vous lire la liste exhaustive tout de suite. Non, je plaisante. Je citerai juste Installation Theory en 2017 chez Cambridge University Press, qui porte sur le changement des comportements et dont il sera un petit peu question dans son exposé aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos deux invités et je crois d'abord à Jean-Éric. Merci beaucoup, Simon. Je voudrais dire d'abord que pour la Fondation 2100, c'est un honneur et un plaisir de travailler avec l'Institut d'études avancées de Paris, qui fait un travail prestigieux, très remarquable. La Fondation 2100, je vais en dire quelques mots avant de vous entretenir plus précisément du sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. La Fondation 2100, en fait, résulte d'un travail qui a commencé dans les années 80 et qui, à l'époque, portait sur un récit du 21e siècle. C'est-à-dire il s'agissait, vers la fin des années, enfin, vers les années 80-90, de produire un scénario potentiel de ce qui arriverait au XXIe siècle. Et il se trouve qu'il a été relativement confirmé jusqu'à présent, y compris dans l'imagination d'une crise majeure de caractère plutôt financier et institutionnel et non pas épidémique en l'année 2020. Donc, vous voyez, il y a quelquefois des vérifications qui se font d'une manière ou d'une autre à travers l'histoire. Et ensuite, ce travail a donné lieu à tout un ensemble de réflexions et de conférences dans le cadre d'une association qui s'appelait Prospective 2100 et dont c'est l'essentiel de ces conférences, plus d'une centaine, est aujourd'hui visible sur le site de la Fondation 2100 et qui traitait de prospective de long terme. C'est vraiment la prospective séculaire
qui concerne toutes sortes de domaines. Bien sûr, la technologie, mais aussi l'environnement, l'éducation, l'urbanisme, etc. Et la Fondation 2100 s'inscrit donc dans les pas de cette activité qui a duré plusieurs décennies. Et aujourd'hui, elle se focalise sur un certain nombre de projets concrets. Donc, il y a eu d'abord un prix de thèse de prospective pour stimuler la prospective dans l'enseignement supérieur, qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas reconnue en tant que telle comme discipline. Donc, il faut stimuler cette réflexion en allant chercher des travaux importants et intéressants dans différentes disciplines. Et nous avons fait ce prix de thèse au début de cette année, les récompenses au début de cette année. Et nous sommes avec ce projet, deuxième projet, en relation directe avec la problématique du futur positif dans ce travail conduit conjointement avec l'Institut d'études avancées de Paris. Par ailleurs, je évoquais également la Société française de prospective qui réunit plusieurs dizaines de prospectivistes sur également des réflexions de prospective de long terme qui touchent et qui se traduit par des séminaires, des conférences ainsi que des publications. Vous pourrez voir cela sur le site de la Société française de prospective. Je voudrais, dans ce webinaire, en fait, poser un petit peu le cadre général dans lequel on peut réfléchir à cette question qui est le titre du webinaire, c'est bien vivre dans les villes en 2100. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est possible? Et en fait, ce cadre général repose au fond sur ce bien vivre va être la capacité à réussir 5 transitions majeures. 5 transitions majeures qui vont se développer sur le 21e siècle, ou du moins les 80 ans qui restent pour ce 21e siècle. Et ça va être des turbulences. Il va falloir attacher sa ceinture, mais néanmoins, il est important de bien prendre conscience de ce que sont ces transitions pour pouvoir ensuite réfléchir aux actions concrètes qui devront être mises en œuvre pour précisément bien vivre dans les villes en 2100. La première des transitions, c'est une transition environnementale. Bon, ce n'est pas la peine de développer longuement les implications du changement climatique, du réchauffement. Elles sont de diverses natures, sécheresse augmentée dans une bonne partie du globe, phénomènes extrêmes, tempêtes, perte de biodiversité, montée du niveau des mers qui va toucher une partie importante des populations puisque nombreuses se trouvent à côté des littoraux. Alors, on sait très bien ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Les rapports du GIEC ont abondamment documenté ces sujets. Et il y a d'abord une question, toute la question, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a une action de transition énergétique qui est nécessaire et tout ne passera pas nécessairement par... il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles. Et jusqu'à présent, l'instrument le plus adéquat, du moins si on veut maintenir un certain taux de croissance, c'est quand même le développement du nucléaire. Le deuxième type de transition, c'est la transition agricole. La transition agricole, pour des raisons que vous connaissez. D'abord, il faut réduire d'une certaine manière les quantités de surfaces qui sont cultivées pour faciliter les captures de carbone, mais aussi réduire des émissions qui viennent notamment de surconsommation, surproduction de viande. Donc, ça veut dire un changement de régime, y compris de régime alimentaire et de mode de nutrition. Il y a une transition industrielle avec le développement de l'économie circulaire et toute forme de réduction de déchets. Et ce sont principalement ces données-là qui vont devoir être mises en œuvre, ces actions qui vont devoir être mises en œuvre si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on n'y arrivera pas et que d'une manière ou d'une autre, au minimum, aujourd'hui, les estimations du GIEC et d'autres organismes nous disent qu'au minimum, on risque de se retrouver avec une augmentation de 4 degrés d'ici à la fin du siècle, ce qui est
avec des conséquences énormes pour les conditions de vie de la planète et qui pose vraiment un problème d'habitabilité de la planète. La deuxième grande transition est une transition démographique. Après la transition environnementale, il y a la transition démographique. La transition démographique, en fait, elle complète la transition environnementale pour la réduction des gaz à effet de serre. Pour une raison simple, c'est que plus la population est importante, plus il y a d'émissions, surtout lorsqu'il y a un rattrapage des niveaux de vie. Alors, si on parvient à contrôler, à stabiliser la population mondiale, par exemple au niveau actuel, on a résolu déjà plus de 30% du problème de l'émission des gaz à effet de serre. Bon, cela étant, stabiliser la population mondiale, c'est essentiellement travailler sur les pays pauvres, avec des mesures qui concernent bien sûr la contraception, mais aussi l'éducation des filles, très important, et aussi le développement de la sécurité sociale d'une manière ou d'une autre, parce qu'une des raisons pour lesquelles il y a une multiplication d'enfants dans les familles des pays pauvres, c'est que c'est aussi une manière d'assurer, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, les conditions de survie des parents. Donc, on voit la nature des mesures qu'il faut prendre, qui sont des mesures d'ordre planétaire, d'où aussi la difficulté que cela représente. Troisième grande transition, c'est la transition technologique et pour l'essentiel numérique. Dans la numérique, dans la mesure où cela concerne aussi ça conditionne d'autres technologies, comme par exemple le génétique, c'est la combinaison de ces technologies qui fait en fait le progrès en question. Mais on voit bien la transition numérique, elle est déjà en route, et on a de multiples exemples. Il y a du bon et du moins bon. Il y a certains aspects qui, indiscutablement, comme le télétravail, qui a été accéléré par la pandémie notamment, mais qui ne présente pas que des avantages non plus. Il y a l'intelligence artificielle, qui pour le moment est à un niveau faible, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle sait traiter de manière remarquable des opérations bien spécifiques, mais elle ne définit pas encore les objectifs des sujets qu'elle doit traiter. Il y a bien sûr la question des robots, et puis tout le big data. Le big data qui présente d'énormes avantages pour traiter toutes sortes de problèmes, et notamment des phénomènes physiques, démographiques et d'autres, mais qui aussi donne prise à toutes sortes de manipulations potentielles des esprits. Et on connaît ce qui s'est passé, par exemple, dans le domaine des manipulations sur les votes et les élections. Donc cette transition numérique, qui est le grand troisième type de transition auquel il faut faire face, demande à être d'une certaine manière maîtrisée. Quatrième transition, c'est la transition économique. Et là, déjà, nous avions des économies qui ne fonctionnaient plus très bien, et on le voyait bien avec le quantitative easing qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années, mais qui a été considérablement impacté par la pandémie, et on a vu dans quelles conditions aujourd'hui un certain nombre de tabous qui concernaient notamment, par exemple, l'importance des déficits par rapport au PIB, et toute forme de régulation budgétaire et financière ont été remis en cause. Et on se trouve aujourd'hui, d'une part, avec des montagnes de liquidités qui donnent lieu à des phénomènes spéculatifs que l'on connaît bien, et ainsi qu'à des risques de crise de dette, crise d'inflation, et qui, en fait, demandent à repositionner complètement le cadre de la régulation financière internationale. Le système quinquennal qui résultait d'une part de Bretton Woods en 1945, puis ensuite des changements qui sont survenus depuis 1971 lorsqu'on a abandonné les talons or, le lien entre le dollar et les talons or. Lorsque tout ça, finalement, tout ce système-là va devoir être repensé, y compris dans la manière dont on va concevoir l'État-providence, puisque les États-nations, aujourd'hui, créent de la monnaie, mais les conditions dans lesquelles cette création de monnaie se fait demandent à être régulées, et d'autre part, des processus de redistribution fiscale doivent être redéfinis. Donc, il y a bien une transition économique qui est à mettre en place.
Alors, peut être également stimulé par des grands travaux planétaires. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la montée du niveau des mers. Il y aura des investissements colossaux à réaliser et qui peuvent donner lieu, par exemple, à la pensée d'une politique keynésienne planétaire pour faire face à ces besoins qui naîtraient du montée du niveau des mers et déplacement en fait de population, de reconstruction de villes, qui ont déjà commencé dans certains lieux, dans certains pays. Pensez par exemple en Indonésie. Cinquième transition, qui est la transition institutionnelle. On voit bien que nos démocraties représentatives sont quelque part à bout de souffle, que se développent des démocratures, comme on dit, qu'il y a une remise en cause des formes d'exercice vertical du pouvoir, et il y a aussi une réarticulation nécessaire à faire entre le local, le provincial, le national, le régional, par exemple au niveau européen, et le global. Et tout ça au milieu de nouveaux pouvoirs, comme par exemple les grandes entreprises multinationales, qui dominent d'une manière ou d'une autre le fonctionnement même de nos politiques. Donc, cette transition institutionnelle rajoute un élément qui complexifie le cadre général dans lequel va aujourd'hui devoir être pensée la ville, et la ville à l'horizon 2100. Si on rajoute à cela des signes noirs, la pandémie en est un exemple, mais il y en a d'autres qui peuvent se présenter, des crises financières par exemple. Tout cela, en fait, crée un ensemble où il va falloir des changements, des adaptations très profondes pour faire face aux turbulences qui vont être très importantes. Certaines crises accélèrent les changements. On parlait tout à l'heure du télétravail, on parlait des tabous qui sont tombés, comme par exemple dans le domaine financier, mais et les déficits publics. Alors la question, c'est comment est-ce que les villes vont s'adapter. Alors, pour l'essentiel, on voit, je voudrais en terminer par là, on voit quelle est la nature des villes qui vont devoir se mettre en place. Sans doute sont des villes plus petites, c'est des villes de taille moyenne qui vont plutôt se développer, notamment grâce au télétravail. Donc la concentration urbaine auquel on a assisté depuis 1 à 2 siècles, et qui était prévue d'ailleurs par les statistiques, les prévisionnistes, va sans doute être remise en cause d'une manière ou d'une autre. Alors, tout ça dans l'esprit pour les habitants, d'être beaucoup plus proches des conditions de la nature, de l'environnement dans lesquels ils opèrent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport au vivant et à la nature qui est dans les aspirations des habitants, mais aussi dans une espèce de nécessité de survie. D'où beaucoup d'idées autour de notions de biorégion ou de bassins de vie et d'emploi, et qui vont en fait être des sortes de sites d'autonomie et de résilience dans les turbulences qui se présentent. Et un deuxième aspect qui va être important, c'est une beaucoup plus grande intégration des populations. C'est-à-dire que les processus de migration vont être considérablement accélérés par les turbulences que j'évoquais. Donc, cette intégration des différentes populations d'origine ethnique variée, mais aussi le vieillissement. Le vieillissement des populations, et notamment dans les pays développés, va être important. Et on ne peut pas avoir une ségrégation d'une partie importante de la population âgée. Donc, il va falloir concevoir des villes dans lesquelles ils vont être vraiment partie prenante. Il y aura également besoin de mieux penser l'intégration du digital et du physique. Alors, on le voit bien aujourd'hui, on a un petit peu assez de tous ces webinaires qui illustrent bien le besoin d'une réintégration du physique avec le digital. Et c'est toutes les limites des smart cities qu'on perçoit déjà aujourd'hui. Les projets de smart city s'essoufflent quelque peu et il faut repenser cela. Un autre aspect important, c'est l'exercice de la démocratie dans les villes. Comment est-ce que la gouvernance va être repensée? Comment est-ce qu'il va y avoir plus de collégialité? Comment est-ce que précisément par la connaissance que l'on a grâce au big data
des comportements et des désirs des uns et des autres. On va intégrer cela dans les processus de construction des villes. Autre point, la mobilité entre les villes. Il va y avoir besoin d'avoir de mobilités qui ne vont pas du tout être consommatrices d'énergie. Alors, on voit déjà des projets de cet ordre. Il y a un rapport qui a été remis récemment au gouvernement sous la présidence de M. Hermelin, qui est le président de Capgemini, je crois, qui a proposé de repenser complètement les lignes intérieures de train en mettant en place des trains à hydrogène. C'est une illustration du type de changement profond des infrastructures auxquelles on va être conduit. Par ailleurs, les villes vont être connectées à travers le monde, puisque ça va être les lieux véritablement de résilience. Donc, nécessairement, à travers le monde, il va y avoir des échanges d'expériences, beaucoup plus qu'aujourd'hui, précisément pour, dans les turbulences, tirer le meilleur parti de ce que les uns et les autres vont apprendre. Dernier point, tout ceci va se mettre en place dans ce processus d'expérimentation. C'est-à-dire que les villes sont d'une manière ou d'une autre à réinventer et devront se réinventer à la fin du XXIe siècle. Pour ce point, je voudrais simplement conclure en disant que les villes ne vont pas être dotées des mêmes capacités de réinvention par leur histoire, par tout un tas de facteurs. Ça sera très différent d'une partie à l'autre de la Terre, d'un continent à l'autre. Et ce n'est pas évident de se réinventer. Si vous prenez Paris il y a 80 ans, il n'est pas si différent qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Pour ce qui est de toutes les infrastructures, des bâtiments, des parcs, de l'organisation de la ville, ce n'est pas très différent. Ce qui a changé, c'est la population. Il y a une population qui s'est renouvelée, ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient là il y a 80 ans. Il y a beaucoup plus de pauvres, relativement, d'ouvriers, qui, eux, par contre, sont partis, ces classes plus pauvres, sont partis dans les banlieues, comme on sait. Et par ailleurs, Paris s'est développé beaucoup plus avec des bureaux et également, d'une manière ou d'une autre, c'est une ville, on peut dire presque une ville-musée. Alors, la question, c'est est-ce que les villes-musées vont pouvoir se maintenir et comment dans ces grandes turbulences qui sont devant nous. Je m'arrêterai là et je pense que Saadi nous donnera des indications plus précises sur la manière de s'y prendre pour conduire le changement. Merci beaucoup, Jean-Éric, de ce tableau qui est appuyé sur tout ce qu'on sait comme prévision et qui est, j'allais dire, malheureusement solide. Parce que ce que tu nous décris là, c'est la nécessité de transitions qui sont des transitions absolument majeures. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va y arriver ? 4 degrés, je veux dire, si on pense que déjà 2 degrés, c'est à peine gérable, comment fait-on pour 4 degrés ? Et comment va-t-on réussir des transitions sur le plan environnemental, démographique, technologique, économique, institutionnel en même temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire bah, tout est foutu, je vais essayer, moi, comment dire, de me mettre la tête sous la couette ou de partir à la campagne le plus loin possible? Bon. Alors, nous pensons que non. C'est pour ça qu'on a lancé ce concours. Et en fait, je peux vous donner 2 exemples du fait que les changements sont possibles, même si on a bien compris l'urgence. En gros, on a 1 ou 2 générations pour réussir à changer très profondément le système. Moi qui suis plus tout jeune maintenant, je me souviens quand je suis rentré de Californie en 98, j'ai dit à mes collègues, mais j'ai vu un truc super que m'ont montré mes collègues à Stanford, là, ça s'appelle Google. Venez, je vais vous montrer, ça permet de faire des recherches en ligne. C'était 98. Okay, donc, en 20 ans, l'économie mondiale a changé de manière colossale avec l'émergence des plateformes. Souvenez-vous, vous n'aviez pas de téléphone portable à cette époque-là. Donc, d'un autre côté, regardez ce qui s'est passé avec la pandémie. On nous disait le télétravail, c'est impossible, il y a les réglementations, c'est compliqué. Hop, tac, en combien 3 semaines, 4 semaines, pof, sur l'ensemble de la planète, ça a changé. Donc, des changements sont possibles rapidement, soit simplement à cause du changement technologique, soit à cause de la pression, soit en cas de crise. Les crises sont un moment extraordinaire pour changer. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est que le système, entre guillemets, paraît inerte parce que la plupart des opérateurs ont des investissements importants et n'ont aucun intérêt à changer à court terme.
Simplement, quand le système est mis en crise, eh bien, il y a ce que Kurt Lewin appelle un dégel, et ce dégel est nécessaire pour donner de la fluidité, et ça peut se transformer très rapidement à ce moment-là. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'on a peu de temps, on ne va pas être capable de changer. D'abord parce que l'histoire démontre, et même l'histoire très récente démontre qu'on peut changer très très vite, même sur des plans où on pensait qu'il était impossible de changer. Et par ailleurs, si vous regardez le monde d'un petit peu loin, vous direz que jamais sur la planète on a eu une telle quantité d'intelligence, d'investissement, de capacité d'agir, de force de travail, et que donc les possibilités de changer, les forces du changement n'ont jamais été aussi puissantes sur la planète. Alors maintenant, la question c'est comment fait-on? On a bien vu que les tentatives, on va dire, logiques, raisonnables, coordonnées de fonctionner à partir des gouvernements, comme par exemple au niveau européen ou mondial, butent sur le fait qu'il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, etc. Mais le changement, en fait, cette fois-ci, ne va pas se produire de haut en bas, il va se produire probablement de bas en haut et de manière transversale. Et pour bien comprendre comment ces choses-là sont possibles, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une ville et comment fonctionne une société. Une ville, c'est un système qui permet à une grande quantité de personnes de fonctionner ensemble et de collaborer pour, je dirais, produire et se partager et se distribuer un certain nombre de ressources qui sont nécessaires à la vie. Et ça se fait pour un certain nombre de fonctions qui sont, je sais pas, se nourrir, se vêtir, se protéger thermiquement, se transporter, apprendre, se soigner, etc. Et on fait ça avec des humains, et les humains sont quand même des primates, c'est-à-dire que c'est des créatures qui sont d'abord pas toujours très efficaces sur le plan cognitif. Si je vous demande de retenir un numéro de téléphone à 8 chiffres, vous allez avoir du mal si vous ne prenez pas note. Notre mémoire de travail, elle comprend normalement 7 plus ou moins 2 éléments, ce n'est pas beaucoup. Et puis, les humains sont égoïstes, territoriaux, agressifs. Ils peuvent être aussi gentils, sympas. On est des primates. Okay, et donc, pour que ça marche, les sociétés ont petit à petit mis en place des systèmes de distribution du travail et de guidage de l'activité des gens. Quand vous prenez l'autobus, eh ben, quel que soit votre âge, votre genre, votre niveau d'éducation, vos intentions, etc., vous vous comportez comme un passager d'autobus. Donc, il y a un système, ce qu'on appelle une installation, qui va vous guider et qui va faire que vous vous comportez comme il faut. Et vous vous comportez comme il faut pour vous transporter, ensuite pour monter les escaliers, ensuite pour travailler, ensuite pour manger, etc. Dans chacun de ces instants, vous êtes pris dans une installation sociale qui vous guide, qui fait que vous allez vous comporter comme un bon citoyen. Et c'est comme ça qu'une ville fonctionne. Et donc, c'est une myriade de petites installations qui, chaque fois, servent à guider les gens et à leur permettre de faire ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire acheter à manger, se promener, apprendre, etc. Et pour changer une société ou pour changer une ville, il va falloir changer toutes ces installations. Certaines beaucoup, certaines pas beaucoup. Certaines vont peut-être changer un tout petit peu à la marge. Pour le moment, vous utilisez des toilettes avec un tout à l'égout, il vaudrait mieux utiliser des toilettes sèches. Ça utilise moins d'eau, c'est finalement pas si désagréable que ça. Maintenant qu'on a des systèmes qui fonctionnent bien, il va falloir changer des millions de systèmes avec de l'eau, un système de toilettes sèches. Pour le transport, c'est pareil. Pour le moment, on a des véhicules à combustion. On est en train de passer à l'électrique et puis bientôt, on passera à l'hydrogène. Et ainsi de suite. Donc, c'est une myriade de petites choses qu'il va falloir changer. Et la manière dont il faut que ça se fasse, c'est que chacun d'entre nous, non pas essaye de fonctionner, d'attendre que miraculeusement le système change d'en haut, mais pour chacun des systèmes dans lesquels on est impliqué, à la maison, au travail, dans les transports, on change petit à petit pour faire des choses qui sont un peu plus durables. Et on a tous de l'influence au niveau local pour faire changer ces choses-là. Vous avez une voiture, vous pouvez trouver du covoiturage d'abord, et puis ou alors un vélo, ou alors à pied. Et puis, s'il n'y a pas de transport en commun, vous pouvez vous arranger localement avec votre commune pour faire du lobbyisme et pour que petit à petit, on mette en place le système qui va bien. Jean-Éric disait tout à l'heure, on mange un peu trop de viande. Ça produit quand même beaucoup de CO2, puis ce n'est pas forcément un truc très sympa pour les animaux qui contribuent.
peut-être que diminuer petit à petit la quantité de viande, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire. Hein. De même que travailler, c'est une chose qui se décide en commun et que si on s'organise, peut-être qu'on peut trouver des moyens de faire des choses qui sont un peu plus durables, des marchés différents, des processus différents. Et donc, il ne faut pas se rester en disant oh là là, c'est catastrophique, que fait le gouvernement c'est tous des pourris, des incompétents, c'est des conspirationnistes, etc. Non, 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 c'est très difficile de changer le système d'en haut. C'est à nous de le faire. Et à nous de le faire dans chacune des choses où on a des compétences. Et on a tous des compétences et des responsabilités, ne serait-ce qu'à domicile. Et c'est quand même à domicile qu'une très grande partie, par exemple, de la consommation se fait. Vous pouvez consommer un peu moins, c'est pas impossible. Et donc, c'est comme ça que ça va se faire petit à petit. Il faut que ce sentiment d'urgence, les gens en prennent conscience, et il faut aussi qu'ils prennent conscience que c'est à nous de nous prendre en main. Ce n'est pas la peine d'attendre, des gouvernants qui réussissent à réguler des systèmes qui sont aussi complexes et avec des intérêts qui sont aussi divergents. Et c'est pour ça que la solution sera probablement une solution à petite échelle, donc dans des villes plus petites ou dans des grandes villes au niveau des quartiers, au niveau des immeubles, au niveau des blocs d'immeubles. C'est là que ça va se faire. Et ça veut dire se prendre en main, mettre en place de nouveaux systèmes, peut-être à terme de démocratie locale, mais commençons déjà par reconstituer des associations et, on va dire, de ce qu'est du fonctionnement du lien social au niveau local pour s'organiser, pour faire ensemble les projets, pour réussir à changer les choses. Si chacun se prenait en main pour essayer de changer ne serait-ce qu'une chose dans son environnement immédiat, vous imaginez, rien qu'en France, ça mobiliserait 50 ou 60 millions de personnes. Je veux dire, vous imaginez la capacité d'action si on s'y mettait chacun simplement un tout petit peu. Bon. Donc, on a vu par exemple le fait que arrêter d'utiliser des voitures pendant le confinement dans les grandes villes, ça a permis des changements assez significatifs en termes de pollution, en termes de retour des animaux, enfin des choses. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on s'imagine à condition qu'on s'y mette tous. Donc, je crois ce qu'il faut conclure de ça, c'est on va devoir changer nos villes de manière très, très profonde. Pas que nos villes, toute notre façon d'être. C'est des transitions majeures. Ces transitions sont effectivement possibles, même dans un temps court, à condition que les gens s'y mettent au niveau local, parce que c'est au niveau local que sont les problèmes et c'est au niveau local que sont les solutions. Et comment est-ce que vous changez, une installation, c'est-à-dire ce système qui vous permet de remplir une activité? Il faut savoir qu'une installation, ça a 3 couches. Une première couche qui est une couche matérielle, ce qu'on appelle les affordances que l'environnement construit permet de faire. Par exemple, pour l'autobus, il faut qu'il y ait un bus, il faut qu'il y ait un moyen de transport. Ça, c'est fait avec de la matière. Et donc ça permet de transporter. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut ensuite, c'est les compétences incorporées des gens qui sont les utilisateurs. C'est-à-dire savoir comment utiliser un autobus. C'est-à-dire savoir qu'il faut faire la queue, il faut attendre, que quand on monte, on laisse passer d'abord les gens qui sont les plus fragiles, que c'est eux qu'on laisse s'asseoir, que quand on veut descendre, il faut appuyer sur le bouton pour signaler qu'on veut descendre. Ça s'apprend de monter dans un autobus et utiliser des transports. Et la troisième couche, c'est la couche institutionnelle, c'est-à-dire les règles. Quand passe l'autobus, combien on paye, qu'est-ce qu'il faut faire, qui c'est les personnes à qui on doit laisser la priorité, comment on se parle dedans, et ainsi de suite. Une installation, c'est la combinaison de ces 3 choses. Et si vous voulez changer une installation, il y a 3 manières de le faire. Il y a changer l'environnement construit, la matière. Alors, on peut passer par exemple d'un véhicule à essence à un véhicule à hydrogène, c'est pas mal. Il y a aussi la manière d'utiliser les choses, les compétences. Ça veut dire que par exemple, vous allez commencer à penser que tiens, je pourrais utiliser les transports en commun au lieu de ma voiture. C'est des représentations différentes, c'est des façons de fonctionner, c'est des apprentissages. Et la troisième, c'est un certain nombre de règles. Et ça peut être, il est interdit d'utiliser sa voiture les jours où c'est pollué, par exemple, et vous devez prendre les transports en commun. Ou ça pourrait être, vous devez utiliser la voiture que tant de jours par semaine. Là, c'est de la réglementation. Quand les gens ne le font pas de manière spontanée, il faut bien quelque part forcer un petit peu. Et il est mieux qu'elle soit locale, parce que quand c'est local, on peut tous en discuter pour voir comment on s'adapte localement. Et donc,
c'est à chacun de regarder autour de soi, qu'est-ce que je peux faire, comment, d'en discuter avec les autres parce qu'on n'a pas tous les solutions, et de s'attaquer au changement. Et vous avez 3 façons de le faire: la matière, les comportements et les règles sociales. Voilà. Donc, ce n'est pas si compliqué, simplement ça demande de s'y mettre au lieu de rejeter toujours la faute sur les autres, sur les méchants, sur les gouvernants, sur les entreprises, etc. C'est nous les méchants, c'est nous les humains qui habitons la planète, hein. C'est nous qui consommons. Eh ben, c'est à nous de faire le boulot et on peut s'y mettre et on sera aidé d'autant plus qu'on montre qu'on veut faire ces choses-là. Si vous voulez mobiliser les gouvernants, si vous voulez mobiliser les entreprises, la meilleure façon de le faire, c'est en tant qu'électeur et en tant que consommateur, parce que les gouvernements essayent de satisfaire leurs électeurs pour se faire élire et les entreprises essayent de satisfaire leurs consommateurs. Donc, si on leur donne des signaux assez clairs, on bénéficiera aussi du fait qu'ils vont essayer de s'aligner sur ce qu'on veut faire. Donc, ça n'est pas impossible, mais les humains ont toujours une tendance à rejeter la faute sur les autres au lieu de s'y mettre et de se prendre par la main pour faire le boulot. Et ben, si on veut changer, si on veut des villes nouvelles qui soient agréables à vivre, il faut qu'on s'y mette dès maintenant en regardant chacun dans notre environnement immédiat. Hein, chacun regarde son environnement immédiat pour voir comment il peut améliorer et on va y arriver. Et ça va déboucher effectivement sur de nouvelles formes de gouvernance. Et si vous imaginez ce que ça peut être un cycle comme ça d'amélioration continue pendant 80 ans, vous voyez ce que peut devenir une ville en 2100, c'est-à-dire une ville dans laquelle les gens se sont pris en main, dans laquelle il y a du lien social, dans laquelle la gouvernance et les décisions sont prises au plus proche de l'action, c'est-à-dire au niveau local, et où un certain nombre de choses qui sont causes finalement de ces problèmes climatiques, démographiques, technologiques, économiques, institutionnels ont été prises en charge. Et quand vous allez répondre au concours, parce que c'est aussi pour ça qu'on vous parle, réfléchissez à la manière dont peuvent fonctionner ces nouvelles installations qui favorisent la satisfaction des besoins, mais sans avoir un gros impact écologique, sans être un désastre qui crée des inégalités économiques et sociales. Beaucoup d'inégalités sociales, en fait, sont d'abord des inégalités économiques. Et puis, de voir sur le plan institutionnel quelles sont les valeurs que l'on cherche à défendre et comment elles s'expriment dans les modes de gouvernement et dans l'action quotidienne. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais en résumé, oui, on peut changer. La preuve, c'est qu'on a changé drôlement vite ces dernières années, donc ce n'est pas impossible. Oui, il va falloir faire des changements profonds, mais il faut qu'on s'y mette tous. Et la manière de s'y mettre, c'est de regarder chacun dans son environnement immédiat déjà ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui aura l'effet d'entraînement sur les grosses entités qu'on n'arrive pas à bouger maintenant, qui sont notamment les gouvernements ou les grandes entreprises multinationales. Leur point faible, leur talon d'Achille, c'est que ces grosses entités vivent de ce que nous sommes, nous, individus, et si nous votons avec nos pieds, eh ben, elles sont obligées de nous suivre. Voilà, je m'arrête là et je te rends la parole, Simon. Merci beaucoup, Sadi et Jean-Éric, pour ces présentations déjà très complètes. On commence à avoir des questions dans le Q&A, Q&R. Donc, je rappelle aux gens qui assistent à cette séance aujourd'hui qu'en bas de votre écran, vous avez un petit onglet Q&R ou Q&A selon que vous êtes en anglais ou en français, et vous pouvez y laisser une question écrite à laquelle on va répondre dans un instant. Pour vous laisser le temps de continuer à déposer quelques questions, je vais entamer la discussion peut-être en posant une question aux deux intervenants. Suite à ce qui a été dit et aux challenges, pour en bon français, aux défis majeurs qui nous attendent et que tu as bien résumé, Jean-Éric, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à la lumière de nos connaissances, de ce que nous disent actuellement les sciences humaines et sociales et toutes les sciences en général, quels sont les défis qui vous semblent les plus susceptibles d'être réussis à l'horizon 2100 pour les villes? Si vous pouvez faire un pronostic. C'est une question très importante, mais redoutable. Elle est très importante parce que, dans la ligne de ce que disait Sadi, en fait, il faut poser des petits actes qui vont réussir. Et c'est comme ça qu'on crée de la confiance. C'est pareil, lorsqu'au niveau individuel, quelqu'un est déprimé, on lui dit faites un minimum, même si ce n'est pas grand-chose, et si vous réussissez, vous allez vous sentir mieux. Effectivement, il se produit à ce moment-là de la dopamine dans le cerveau et s'enclenche un cercle vertueux. Dans les sociétés, c'est pareil.
Moi qui fais pas mal de conseils, par exemple, auprès de pays en développement qui sont parfois dans des situations de gouvernance très difficiles, on dit, ben, réalisons cela, ça on peut le faire, c'est peut-être pas énorme, ça aura peut-être pas beaucoup d'impact, mais du point de vue psychologique, psychosocial, c'est nécessaire parce que ça va créer un minimum de confiance. Donc la question que tu poses est importante. Les endroits où on peut obtenir, on a déjà obtenu pas mal, c'est quand même dans tout ce qui est de l'ordre de l'économie circulaire, de la gestion de déchets. Il y a déjà des résultats qui sont non négligeables. Je pense que dans la conception aussi de l'urbanisme, il y a aujourd'hui des choses qui sont atteignables pour, par exemple, améliorer la mobilité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est tout ce qui est de l'ordre également de construction de bâtiments qui sont à énergie positive, des choses comme ça. On progresse. Donc, je crois que là, il y a des éléments qui, tout ce qui est de la conception, il y a autour des futurs atteignables à horizon 10-20 ans, qui ont été précisément explorés par les agences d'urbanisme. Ils ont eu un colloque récemment qui s'est tenu en partie à distance, qui s'appelle « Explorons nos futurs heureux ». Et il montre précisément ce qui est réalisable à horizon 2040. Et ça touche beaucoup la conception, l'organisation des villes, la mobilité, la façon de concevoir aussi le rapport avec les ressources qui sont autour de la ville, que ce soit des aspects agricoles, alimentaires ou autres, et qui précisément appellent à la fois des investissements d'infrastructures, le développement d'une culture technique minimum et des réglementations. C'est ce que disait Sadi tout à l'heure, et qui rejoint tout à fait ce que nous développions dans le domaine des politiques d'innovation depuis qu'on a réfléchi sur cette question dans les années 70-80. Les axes fondamentaux des politiques d'innovation, c'est celle-là. C'est les institutions, enfin les réglementations, les incitations, les infrastructures de base, et puis la culture technique d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe sur lequel je pense qu'il peut y avoir des progrès importants qui sont réalisables, c'est ce que j'évoquais à propos des grands projets planétaires. Je pense que là, ici, les grands opérateurs associés à des grandes organisations internationales veulent se donner la peine de mettre en place des grands projets qui peuvent notamment toucher ce qui est à faire face à la montée du niveau des mers à certains endroits, à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes sur des grandes villes, vous allez complètement piocher tout le sable qui se trouve dans les lagunes alentours, vous allez accroître en fait les conditions de submersion. Donc il y a besoin de réfléchir. Mais il y a des réalisations possibles qui en plus sont visibles. Parce qu'une des manières de transformer les esprits, c'est de réaliser des choses visibles. Quand on voit, on croit. C'est comme saint Thomas. Et donc, il y a des possibilités aussi. Par exemple, le réchauffement climatique devrait faciliter, peut-être, encore que ça reste à voir, parce qu'il y a des problématiques avec le gel des sols, mais il y a des zones entières au Canada, en Sibérie, qui vont devenir exploitables. L'Arctique va sans doute être une nouvelle route. Et ça, il y a des possibilités si on sait investir de manière correcte. Et en plus, ça peut créer de la croissance et de l'emploi d'une certaine manière. Donc, le deuxième grand axe que je privilégierais dans des réalisations, disons, à horizon de 2 décennies, c'est cet ordre-là. Voilà. Alors, je pense que Jean-Éric a tout à fait raison sur ça, c'est si on ne se mobilise pas, c'est-à-dire c'est ce qui va se faire de toute façon parce que on va dire les acteurs économiques actuels, ils voient un intérêt pour utiliser la transition pour trouver de nouvelles formes de croissance. Et donc, je pense que, par exemple, les questions de transport
et pas mal de questions sur justement, en particulier, la réfection thermique de l'habitat sont des choses qui sont parties, hein, qui ont déjà commencé, et ces choses-là vont probablement être résolues par des aspects techniques. Mais le gros challenge, et là il y a un énorme point d'interrogation, c'est est-ce qu'on va être capable de mettre en place de nouveaux systèmes de cohésion sociale au niveau local? Parce que, en fait, bon, il se trouve que moi, je m'occupe de, comme tu le disais tout à l'heure, Simon, d'un master à la LSI qui essaye d'enseigner comment est-ce qu'on rend les business models plus durables. Et il n'y a pas 50 000 façons. Si on veut conserver la satisfaction des gens par rapport à maintenant, tout en diminuant l'impact écologique et on va dire sociétal de ce qu'ils font, hein, il faut remplacer un certain nombre de choses par de la satisfaction sociale. Alors, ça tombe bien parce que les humains, ce qui les intéresse en réalité, c'est de faire partie d'une communauté et d'avoir un statut et d'être reconnu. Et d'ailleurs, on voit le succès des réseaux sociaux qui sont pourtant des trucs, à mon avis, un peu stupides, mais qui exploitent à fond ce désir de faire partie de quelque chose, d'être vu, d'être reconnu. Et donc, il y a là une chance avec le numérique, une chance dont les pionniers d'Internet espéraient qu'elle allait se réaliser, qui était de faire le village planétaire, plutôt une planète de village, hein, et donc qui pour le moment ne va pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que ça n'est pas utilisé pour faire de la localisation. On a fait de la globalisation en fait avec Internet, alors que ça serait un merveilleux moyen de recréer, comment dire, du lien social local. Et ça, si on arrive à mettre en place un certain nombre de systèmes qui font que localement, les gens se rendent service, se connaissent, on retombe sur quelque chose qui est anthropologiquement beaucoup plus proche de ce qu'est notre nature, où on aime bien être dans des groupes où on connaît un peu tout le monde, et les humains, ça a été sélectionné dans des groupes qui faisaient au pire quelques centaines de personnes. Donc maintenant, on est dans des environnements qui sont des environnements urbains très larges. Et ça ne correspond pas forcément à la manière dont on est le plus heureux, et donc on essaye de se recréer justement des réseaux ou des petits groupes. C'est pour ça que les gens essayent de se refaire des réseaux, c'est que nous, on ne sait pas fonctionner dans des environnements qui sont super larges. On a besoin de connaître des gens. Et donc là, il y a une refondation à faire de ce qu'est une agglomération et une vie collective. Et ça, je veux dire, it's up for grabs, comme diraient les Anglais. C'est à ceux qui réussiront à trouver un truc qui permet de faire ça que va revenir la palme du changement. Et c'est ceux-là qui vont réussir à transformer leur ville. Et donc ça, c'est un boulot pour les hommes politiques, mais aussi pour les gens qui sont dans le milieu associatif. De ce point de vue-là, c'est une chance fabuleuse que le vieillissement de la population, et je dirais presque, plus il y a une quantité d'inactifs, entre guillemets, sur le plan de la production, plus ces gens-là peuvent s'investir justement dans ce qu'est la reconstruction d'un monde social qui serait vivable. Les humains, ça aime être en groupe. C'est très bizarre, on n'a pas le sentiment que c'est comme ça, mais pourquoi ils s'assemblent comme ça sur les plages ou dans des places, etc. Nous sommes des animaux sociaux, et si on arrive à permettre aux gens d'être socialement heureux, eh ben, beaucoup d'autres choses perdent de leur importance. Si vous regardez la carte du monde du bonheur, hein, puisqu'il y a des enquêtes là-dessus, ce n'est pas là où il y a le plus fort taux de revenus par tête. Hein. Je vous conseille d'aller voir. C'est très, très intéressant hein, de voir ces cartes. Les gens sont beaucoup plus heureux, comment dire, dans un certain nombre d'îles ou de pays où il n'y a pas un énorme taux de développement urbain, alors que dans des endroits qui sont super riches, ils sont très, très malheureux. Hein. Super riches en termes de revenus, mais ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est est-ce que vous êtes bien à l'aise dans votre communauté? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous vivez dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'exploitation massive? Donc, le challenge, il est là. Et c'est intéressant parce que c'est finalement moins compliqué et moins consommateur en ressources que d'essayer de changer complètement l'environnement physique. Alors, on va devoir changer l'environnement physique, et ce que dit Jean-Éric est tout à fait juste, et ça va changer, et ça a commencé, et il y a des plans, et il y a des projets, et tu parlais de Jakarta tout à l'heure, enfin, je veux dire, on voit que ça commence. Mais la chance de changement, elle ne va pas être là, elle va être dans la couche, comment dire, institutions et compétences incorporées. Comment est-ce que nous vivons
notre environnement, pas seulement comment est-ce que nous construisons cet environnement. Pardon d'avoir été long sur ta question courte. Non, c'est tout à fait juste. En fait, on est devant un problème pour l'humanité qui est d'ordre éthologique, hein. C'est véritablement ce que le message, je crois, comprendre de Sadi, c'est que c'est un retournement éthologique, c'est-à-dire les fondements, les comportements biologiques, les fondements biologiques des comportements sont en jeu et on veut retrouver effectivement une forme de bonheur, de satisfaction qui n'est pas fondée sur l'accumulation matérielle, mais sur autre chose, et qui est en fait les formes d'interaction sociale équilibrées. Et c'est vrai que l'économie du bonheur montre bien qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même, ça représente plusieurs dizaines de 60 000 $. 60 000 $ par an, à ce moment-là, le bonheur, la satisfaction ne croît plus. Ou je crois que très légèrement, il faut mettre beaucoup plus d'argent et encore, ça ne monte plus. Donc, c'est effectivement cette question du bonheur et des comportements de base qui finalement vous apportent les satisfactions est le véritable enjeu de cette question de l'habitabilité de la planète. Parce que c'est ça qui est derrière. C'est derrière les transitions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'habitabilité de la planète qui est là. D'où l'importance, effectivement, que les choses se passent au niveau de chaque individu. Alors, je voudrais juste répondre à 2 questions qui m'ont été posées là, dans le Q&A, dans les questions-réponses. La première, à propos de… Effectivement, je disais que si on arrivait à stabiliser la population mondiale, on résoudrait une partie de la réduction des gaz à effet de serre. Alors, effectivement, ça se porte sur les pays pauvres et on évoque des choses qui sont absolument indispensables, comme l'éducation des filles ou l'apport d'une forme de sécurité sociale. Et la question qui est posée dans le Q&A par un spectateur anonyme, c'est oui, mais alors, on sait bien que les émissions de gaz à effet de serre, de consommation des ressources par habitant viennent surtout des individus des pays riches et non pas des pays pauvres. Donc, question provocatrice, mais pourquoi ne pas poser la question de l'espérance de vie de plus en plus longue dans les pays riches dans ce cas? C'est effectivement assez juste. D'une certaine manière, ça pose la question qui est posée là est exacte. Et le problème, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a du mal à se dire si on a des possibilités de vivre plus vieux, pourquoi s'en priver? On utilise au maximum les progrès qui sont réalisés dans la médecine, la santé, etc. Et ce n'est pas pour ça que les gens, au contraire, sont plus malheureux. Non, je ne crois pas. Donc, il y a vraiment… la question est provocatrice, mais elle renvoie à deux sujets qu'il faut traiter en même temps. Il faut à la fois faciliter une forme de croissance et d'augmentation des niveaux de revenus dans les pays pauvres. Et je vous assure, ayant suffisamment travaillé dans les pays pauvres, je pense que c'est souvent nécessaire. Et en même temps, il est difficile de dire dans les pays riches, vous allez vivre moins longtemps parce que ça nous coûte cher. Alors, ça renvoie à l'autre question qui est posée par un autre spectateur, mais qui lui se nomme Paul, et qui parle de, vous avez parlé de créer de la croissance. Quelle est votre opinion sur la décroissance? Elle renvoie un peu à la question précédente, c'est-à-dire que si la décroissance n'entraîne pas un appauvrissement de la société, pourquoi pas l'envisager? Mais cela implique qu'il n'y ait pas d'appauvrissement d'une part, et d'autre part, qu'il y ait des processus de redistribution. Parce que si la décroissance impacte lourdement les classes les plus pauvres, ça ne va pas. Donc, il faut trouver à ce moment-là des processus de redistribution. Alors, nous avons la décroissance, on ne néglige pas, puisque dans les prix de thèse que nous avons remis en février, il y avait une des 2 thèses qui portait sur des modèles de décroissance, en permettant, avec ces modèles, sur la France, à l'horizon 2060, de poser des questions sur quelles sont les activités productives ou les consommations
de biens ou de services dont vous pensez pouvoir vous passer. Si on essaye de réduire le PIB tel qu'il est mesuré actuellement de, mettons, 5%, 10% à horizon 2060, etc. Et donc, le modèle interactif permettait de tester ce genre d'hypothèse et donc d'engager potentiellement un dialogue avec des collectivités, quelles qu'elles soient. Donc, c'est pour vous dire que la question de la décroissance ne doit pas être nécessairement, je veux dire, ignorée, mais elle doit être pensée par rapport à toutes ces implications, y compris ce que ça peut vouloir dire pour un plus grand appauvrissement de ceux qui sont déjà pauvres. Je m'arrêterai là sur ces deux questions. Il y a d'autres questions qui peut-être concernent Saadi, et puis il y a des questions aussi sur le projet et le concours. Hein. Saadi, tu veux peut-être dire un mot sur cette question de décroissance? Oui, il faut arrêter de se fixer le PIB comme indicateur. Je veux dire, c'est ça qui est stupide. Quand on regarde ce qui rentre dans le PIB, il y a des tas de trucs qui ne contribuent pas du tout à ce qu'est on va dire, le bonheur humain, quoi. Et donc, il faut voir que c'est plus facile de gérer, comment dire, une entreprise de production dans la croissance. Parce que quand il y a des trucs qui ne marchent pas, ça passe sous le tapis, c'est très bien, etc. Donc, c'est toujours plus compliqué d'essayer de fonctionner en cycle fermé parce qu'il faut tout recycler et de ne pas faire d'externalité, etc. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'arrêter de se focaliser sur cet indicateur qui est le PIB. Dire, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut croître ou est-ce qu'il ne faut pas croître. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour survivre sur cette planète dans des conditions qui sont acceptables pour tout le monde. Il y a des endroits où il va falloir faire de la décroissance, je veux dire, c'est clair. Il y a des aberrations. Je veux dire que dans nos systèmes de production, dans nos systèmes de transport, dans nos systèmes énergétiques, il y a un certain nombre d'aberrations qu'il va falloir réduire, qui sont simplement la trace du passé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que partout on se mette à faire de la décroissance. Bien sûr qu'il faut arrêter l'obsolescence programmée. Bien sûr qu'il faudrait, comment dire, limiter la publicité et la compétition, comment dire, aveugle que mènent un certain nombre de structures simplement pour augmenter la taille de leur part de marché. Je veux dire, il y a des régulations à mettre en place. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que d'un seul coup, tout le monde arrête d'utiliser, je ne sais pas quoi, l'électricité, qu'on revienne, je ne vais pas dire qu'on revienne à la bougie, mais c'est cette idée qu'il faut regarder les choses cas par cas et il faut arrêter de penser il y a ceux qui sont pour la croissance et puis il y aurait les hippies chevelus stupides qui sont pour la décroissance. Ce n'est absolument pas ça. Il y a des endroits où il faudra décroître, il y a des endroits où il faudra faire plus d'efforts et il y a des endroits où il faudra faire des changements profonds. Et d'avoir, comment dire, fétichisé le PIB est une absurdité et la plupart des économistes, je pense, maintenant commencent à le reconnaître. Tu évoquais juste avant les travaux de tes étudiants sur comment rendre des activités, notamment économiques, plus soutenables. Et si j'ai bien saisi ce que tu disais, c'était que, grosso modo, en partie, la production matérielle peut être remplacée en partie par une satisfaction humaine. Et c'est aussi peut-être une autre façon d'envisager la décroissance. Peut-être que tu as des exemples concrets de ce que c'est que la décroissance au niveau micro. Moi, je pourrais vous donner un exemple bête. Il y a des gens qui achètent des grosses voitures. Moi, j'ai une grosse voiture, très ancienne. Bon, voilà. Et bon, parce que c'est quelque chose qui était un signe de statut. D'accord ? Bon. Mais les humains, malheureusement, c'est là qu'il faut faire très attention sur ces questions d'égalité. Les humains sont des créatures hiérarchiques et donc on n'arrivera jamais à une égalité complète. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de réduire les inégalités et de faire en sorte que les différences et les hiérarchies portent sur des choses qui ne soient pas, j'allais dire, trop délétères. Je vous donne un exemple. Plutôt que de montrer que j'ai du statut parce que j'ai plein d'argent ou j'ai une grosse voiture ou j'ai une grosse maison, eh ben, je pourrais avoir du statut parce que je suis un bon poète, je suis un grand musicien et je suis un bon conteur. Et ça permet de classer les gens qui font que dans leur… quelqu'un ne sera peut-être pas le plus productif, mais ça sera peut-être celui qui est le plus gentil ou le meilleur chanteur. Mais ça rend les gens tout aussi heureux
parce que ça leur permet d'avoir un statut dans la communauté. Et quand on regarde la manière dont on fait consommer les gens en essayant de leur donner d'incorporer des valeurs à l'intérieur des objets, il y a des manières d'incorporer les valeurs qui ne coûtent rien sur le plan de l'impact, on va dire, sur le système, sur l'écosystème. Et donc, il y a d'autres façons de tenir compte de ce que sont les biais naturels des humains. C'est vrai qu'ils sont compétitifs, c'est vrai qu'ils essayent de faire le mieux possible, c'est vrai qu'ils essayent de faire mieux que le voisin, mais moi, je préfère quelqu'un qui essaye de faire mieux que le voisin en chantant mieux ou en faisant des plus beaux poèmes qu'en essayant de gagner plus, hein, et d'avoir une maison plus grosse. Parce que dans un cas, ça va avoir un impact sur l'écosystème et dans l'autre, ça n'en aura pas et ils seront toujours aussi heureux. Et puis, ça permet aussi d'avoir plusieurs échelles de comparaison entre les gens, ce qui fait qu'il y a toujours un endroit ou une communauté où ils auront un statut qui est satisfaisant. Je suis malheureusement assez pessimiste sur la nature humaine. Tant qu'on n'aura pas fait de changement génétique, et je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable, on aura des créatures qui sont, comment dire, malheureusement, très sensibles à la hiérarchie, aux inégalités, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est les réduire et faire en sorte que on ait toujours une communauté où on soit parmi ceux qui y sont de haut statut. Et ça, si on fait partie de plein de communautés différentes, et bien en général, on finit par trouver ça. Et je pense que c'est des systèmes comme ça qu'il faut réussir à mettre en place. Et que les gens puissent trouver des satisfactions dans des activités qui sont autre chose que le travail ou la consommation, parce que finalement, maintenant, c'est surtout ça qu'on offre aux gens. Et bien, si ils sont dans des communautés culturelles, sportives, associatives, de toutes sortes, et ben, peut-être qu'ils vont avoir moins de besoins matériels. Donc, ce n'est pas une forme de décroissance totale, c'est une forme de croissance culturelle et sociale, et peut-être effectivement de décroissance sur le plan de la consommation et de la production, pourquoi pas. Il y avait une autre question qui s'adressait à toi spécifiquement, Sadi. Merci pour cette présentation inspirante et pour souligner l'importance de l'action locale et collective. Ce triptyque sur le changement des installations est très intéressant. Ceci dit, dans une époque mondialisée et d'espace hyperscalaire, comment agir sur des chaînes où les acteurs sont parfois disséminés dans le monde entier? Et pareil pour les impacts. Vous dites que les problèmes sont au niveau local, mais en réalité, de nombreux impacts environnementaux, notamment, sont délocalisés dans les pays pauvres et qui sont invisibles pour les usagers et les consommateurs. Alors, il y a moyen de rendre ces impacts visibles. Je pense par exemple à la fast fashion. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a un impact sur la consommation d'eau, sur la création de travail dans des conditions absolument épouvantables. Vous achetez des vêtements qui coûtent très peu cher et que vous portez une ou deux fois parce que la qualité est mauvaise et c'est fait pour être remplacé rapidement. Et quand vous faites ça, en fait, vous encouragez un gaspillage monstrueux et surtout une exploitation qui est… Mais si les gens savaient dans quelles conditions sont produits les vêtements qu'ils portent et qu'ils achètent 10 ou 20 euros, je pense qu'ils seraient rouges de honte et n'oseraient même plus sortir avec ça sur le dos. Bon. Et ben, ces impacts-là, il faut les mettre en lumière pour que les gens qui sont en bout de chaîne n'achètent plus ça. Et le jour où les gens arrêteront d'acheter de la fast fashion, et ben la chaîne va s'arrêter. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le talon d'Achille de ces entreprises mondialisées, et ben c'est quand même nous, le dernier échelon, c'est le consommateur. Ne sous-estimons pas notre force de mobilisation. Nous avons maintenant, en plus, avec Internet, des capacités absolument incroyables de disséminer rapidement, par exemple, une arme comme le boycott. Et ben, allons-y. Et les changements que sont obligés de faire d'énormes multinationales sous la pression des organisations non gouvernementales, dont on peut évidemment quelquefois critiquer l'action militante, qui est quand même drôlement utile, eh ben, ça montre qu'on peut faire changer des choses même en étant en bout de chaîne. Ne sous-estimons pas notre pouvoir. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie à différents échelons et je peux vous dire que personne n'a le pouvoir de décision parce que plus vous montez, plus on a l'impression que c'est ailleurs. Et quand vous arrivez au dernier échelon, on vous dit c'est les actionnaires. Et les actionnaires vous disent que dit le marché. Et ben donc, au bout du compte, le consommateur, dans ce cycle de décision, il a un poids très, très important.
Mais malheureusement, les études montrent que nous agissons d'une part en tant que citoyens, et là nous nous offusquons contre toutes ces choses-là, l'exploitation des enfants, le gaspillage des ressources. Et puis quand nous sommes en situation dans un magasin, nous ne raisonnons plus en citoyen, nous raisonnons en consommateur et nous achetons le truc le moins cher sans faire attention, etc. Et responsabilisons-nous un tout petit peu. Nous devrions avoir notre cerveau de citoyen aussi quand nous consommons. Ce qui n'empêche pas de voter et d'agir en citoyen et de nous organiser en tant que citoyens. L'organisation et l'action politique, ce n'est pas qu'une action militante dans les partis, c'est une action au niveau local pour essayer d'expliciter les valeurs qui sont importantes pour nous et de les mettre en action. Et que chacun fasse son examen de conscience. C'est pas facile. Moi, je parle beaucoup, mais je prenais beaucoup l'avion aussi, hein, même si c'était pour me rendre à des conférences sur la sustainability. J'étais pas le seul. Et donc, il faut qu'on se regarde tous un petit peu froidement sur qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être difficile, on va le faire doucement. Hein, on va pas passer du jour au lendemain à zéro consommation. Mais commençons, hein, je veux dire, déjà un petit peu, c'est ce que disait Jean-Éric. Et puis, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas infaisable. Hein. Moi, j'ai réduit ma consommation de viande. Je n'imaginais pas que ça soit possible. Et finalement, je m'en porte très bien. Je confirme que Sadi est encore plein d'énergie malgré une consommation de viande amoindrie. On n'a plus de questions qui portent directement sur vos interventions, donc on peut toujours en accueillir d'autres, évidemment. Je voudrais dire quand même sur ce que vient de dire Sadi, qui est très important au sens où on a tendance à se dire, on résout nos problèmes, c'est la technologie, on va y arriver. La technologie, oui, on y arrive toujours d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas avec ça qu'on résout. Ça ne fait que reporter plus loin les questions fondamentales. On a tendance aussi à dire, c'est le pouvoir en haut, c'est ceux qui ont une vraie capacité soi-disant d'intervention, que ce soit les grandes firmes, les opérateurs, les gouvernements. En fait, non. Comme le dit Sadi, les choses se passent plus au niveau des individus lambda. Et c'est bien le retournement auquel on est en fait confronté, c'est qu'il faut beaucoup plus travailler sur du soft, sur finalement de l'interaction sociale, du comportement individuel et collectif, que sur du dur et sur quelque chose qui nous surplombe. C'est un peu ça, au fond, cette prise de conscience qui est nécessaire, avec effectivement au quotidien des actes à poser. Pour revenir sur le fait que le PIB doit sortir de ce fétichisme, qui est quand même pas facile, mais des organismes comme l'OCDE ont mis en place des systèmes pour permettre à tout un chacun, par rapport à ce qu'il pondère de ces différents types de satisfaction, de voir comment, à ce moment-là, le PIB de son pays évolue suivant les pondérations qu'il met sur certains types de biens ou de services qui sont produits et consommés. Donc, l'OCDE, par exemple, a mis en place ce dispositif que chacun peut essayer d'utiliser et de remplir les cases. Si vous allez sur le site de l'OCDE, je ne sais plus comment ça s'appelle, face à un nom qu'on peut retrouver. Donc, ça prouve qu'il y a une évolution. Parce que même si les grandes institutions internationales s'y mettent, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on va sortir petit à petit de ce fétichisme. Et d'ailleurs, on n'aura pas le choix. Parce que si on veut retrouver des bonnes raisons de vivre et de satisfaction dans les situations concrètes dans lesquelles on va se trouver, on va changer de lunettes. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne va pas garder les mêmes lunettes parce qu'elles seront inadaptées et elles conduiront à un sentiment dépressif, un sentiment de malheur. Donc, nécessairement, les sociétés changeront de lunettes et elles mettront en place d'autres types de critères pour mesurer une forme de croissance qui, en l'occurrence, est une croissance immatérielle ou culturelle plutôt qu'une croissance matérielle. Je voudrais donner un exemple qui m'a paru vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé après le tsunami, là, où il y a eu le problème de Fukushima. Là. Donc, il y a pas mal de villages côtiers au Japon qui ont été submergés. Ils se ressemblaient tous un petit peu, ces villages, mais il y a d'énormes différences entre le nombre de victimes. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que
plus la cohésion sociale du village était importante, moins il y a eu de victimes. Et la cohésion se mesurait avec est-ce qu'ils avaient des fêtes annuelles, est-ce qu'ils avaient des associations locales, etc. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de la coopération, eh ben, il y a un meilleur usage des ressources et quand il y a un problème, les gens s'entraident et ça marche mieux. Il y a des choses que les gens ne réalisent pas du tout. C'est que, par exemple, ça coûte beaucoup plus d'investir dans les services publics quand les gens ne s'entraident pas. La majorité des interventions des pompiers sont des choses qui pourraient être résolues par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on appelle les pompiers parce qu'il y a un type allongé sur le trottoir et on ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais il n'y a qu'à y aller voir, je veux dire, et puis lui demander ça va pas, vous êtes sous, ça va pas bien. Bon. Ou alors descendre la dame du premier étage qui ne peut pas marcher, etc. On appelle les pompiers. Bon. Et donc, il y a des tas de choses, de même qu'il y a un gaspillage de ressources. Bon, moi, j'habite dans un immeuble où il y a 3 blocs. Et il se trouve que moi, bon, j'ai comment dire, une perceuse, visseuse, etc. Mais je me sers de ce truc-là, je ne sais pas, une fois tous les 36 du mois. Je suis persuadé que dans la moitié des appartements, il y a des gens qui ont une perceuse. Je veux dire, c'est stupide, d'accord? Il suffirait qu'on soit 3 ou 4 à avoir une perceuse et puis on a quelque part un endroit où on dit bah, moi j'en ai une, celui qui en a besoin, bah, il m'appelle et puis il emprunte le truc. Vous voyez? Donc là, on est en train de se poser des questions avec mon Dieu, il y a le confinement, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Je ne peux pas faire de télétravail parce qu'il y a les gamins, etc. Bon. Et on s'organiserait un petit peu entre familles et on teste les gamins et on dit bon voilà, on est 3 familles, on échange ces gamins entre nous, c'est chaque fois les gamins du même âge, un jour dans chaque maison et puis les autres sont tranquilles. Et puis comme ils se sont testés entre eux, on sait qu'il n'y a pas de contagion possible. Je veux dire, il y a des tas de choses où on gaspille des ressources parce qu'au lieu de mutualiser, on multiplie. Donc, on a tous des armoires. Ça n'atteint pas le niveau des États-Unis où les gens ils ont des garages pleins de trucs qui servent à rien, qu'ils ont achetés. Il y a eu une étude fascinante, ça, d'une de mes collègues qui a pris des photos des garages avec des mètres cubes et des mètres cubes de machins qui servent à rien parce que les gens ils ont acheté ça en promotion, je sais pas quoi. Enfin, et donc, le simple fait de pouvoir se mettre en relation les uns avec les autres localement, ça diminuerait drastiquement les besoins et ça permettrait de faire des échanges, de faire du troc, de recycler des choses. Je ne sais pas, dans mon immeuble, par exemple, les bouquins qu'on veut plus ou qu'on a déjà lus, tac, on les met en bas de la cage d'escalier, bah, ça disparaît régulièrement. Les gens lisent les bouquins des autres et puis de temps en temps, on les met sur un banc dans la rue, puis c'est pareil, les gens les prennent. Donc, je veux dire, le recyclage, c'est quelque chose qui peut se faire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un service qui prenait des initiatives. On est tous capables quand même d'être un peu intelligents sur comment on pourrait améliorer les choses localement. On est les experts du local. Hein. Ce n'est pas la peine d'attendre que Moi, j'ai vécu une expérience quand même fascinante de ce point de vue-là parce que moi, quand j'étais chez EDF, et c'est moi qui ai monté la cellule de secours psychologique lors de la tempête de 99. D'accord ? Je suis parti dans le Périgord noir en pleine nuit et puis avec un collègue, on a monté la cellule là-bas. C'était la guerre, les gens n'avaient plus d'électricité, c'était catastrophique. Et donc, en fait, ils étaient tous là à attendre les secours. Hein. Et donc, 10 jours après, on avait encore des coups de téléphone dans tous les sens où les gens étaient paniqués, où ils hurlaient parce qu'ils n'avaient pas été remis sur le réseau, etc. Je ne tiens pas à vous raconter les détails, il y a des trucs vraiment épouvantables qui montrent que la barbarie n'est pas loin quand on a ces trucs-là. Et puis, il se trouve que je me suis trouvé il y a 5 ans aux Philippines lors du plus gros typhon de l'histoire météo, hein, Yolanda, on l'appelait là-bas, et je me suis trouvé dans une petite ville où la mer était très efficace, et donc le typhon est passé, c'était une catastrophe, il n'y avait plus un arbre, comment dire, debout sur l'île, et puis donc le lendemain, c'était un peu le silence, il y avait la pluie, etc., les gens étaient un peu chez eux, et puis 2 jours après, tout le monde était dehors, les gars avec des tronçonneuses, tac, les arbres étaient coupés, et puis les commerces ont rouvert 3 jours après. Mais les gars, ils n'ont pas attendu que le gouvernement arrive, ils se sont pris en main, hop, et puis voilà, il y a eu des morts hein, localement parce que les maisons ont été emportées, il y en avait qui flottaient dans la mer, etc. Ce n'était pas une rigolade. Hein, mais bon, les gens se sont pris en main. Et ce n'est pas du tout la même approche.
Donc, le fait d'avoir une résilience locale, d'abord, on a moins besoin d'investir dans les services publics. Donc, du coup, c'est plus efficace parce que c'est au plus proche. Et bon, il n'y a pas besoin d'attendre des crises pour mettre en place des trucs comme ça. Donc, pardon, je m'excite comme toujours. Je vous partage un commentaire qui est dans les questions-réponses, qui n'appelle pas forcément une réponse de votre part, ou alors brève. D'accord avec vous sur les questions de décroissance, et je pense que nous avons tous des examens de conscience à faire. Il faut changer les valeurs de bonheur et de bien-être. Cela dit, les leviers d'action du consommateur changent quand même selon le pouvoir d'achat. De nombreux ménages en France n'ont en réalité pas tant d'alternatives, par exemple à la fast fashion. Entre la famille pauvre qui fait avec ce qu'elle a et les fameux actionnaires qui suivent le marché, il y a quand même une différence éthique. C'est absolument juste. C'est absolument juste. Et donc, ce n'est pas forcément uniquement, comment dire, aux familles qui ont le moins de ressources de trouver la solution à leurs propres problèmes. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on peut essayer de trouver, si on est un peu plus favorisé, de trouver des systèmes qui vont faire en sorte qu'on va les aider. Je veux dire, il faut réduire les inégalités. Ben, ça passe peut-être par la mise en place de systèmes locaux qui soit font, je dirais, de l'aide directe financière, soit mettent en place des systèmes qui permettent d'augmenter les revenus de ces gens-là en leur donnant accès à des travaux au niveau local, ou peut-être qu'il faut trouver des solutions alternatives en termes je dirais, là on parle de fast fashion, là peut-être qu'il y a des moyens de trouver justement un truc qui me frappe, moi, avec les vêtements, c'est que, comment dire, des vêtements qui coûtent plus cher à l'achat, en fait, ils vont durer beaucoup plus longtemps et du coup, c'est plus rentable que la fast fashion, si vous voulez. Il vaut mieux acheter un truc qui coûte, je ne sais pas, 50 € et qui va vous durer 3 ans que acheter un truc plusieurs fois, des choses qui vous coûtent 10 € mais qui chaque fois vous durent qu'un mois et demi. Hein. Et donc, c'est peut-être une question de capacité d'investissement au départ. Donc, il y a des choses comme ça à réfléchir. Et peut-être qu'il y a des systèmes qui permettraient d'abord d'expliquer ça par des tests consommateurs et puis peut-être de faciliter à ce moment-là l'accès, comment dire, à des prêts transitoires, du crédit, je ne sais pas. Enfin, il faut être un peu inventif. Oui, puis ce que tu évoquais avant sur les solutions de débrouille locale au niveau d'un immeuble, le partage, etc., ça, c'est des choses qui sont applicables à tout niveau de revenu et qui peuvent être un début de réponse. Je vous propose de… Jean-Ric, tu veux évoquer quelque chose sur cette question? Je voulais dire qu'il y a quand même des différences entre les pays et les sociétés. Il y a des aspects culturels. Par exemple, les pays nordiques ont un sens beaucoup plus poussé de la cohésion sociale. Et du coup, c'est ceux qui, aujourd'hui, ont d'une part les niveaux de revenus les plus élevés, qui d'autre part ont été les plus capables de surmonter les difficultés liées aux crises et aux chocs divers qu'on a connus depuis plusieurs années. Donc, la dimension culturelle qui renvoie précisément à ces interactions sociales, à cette perception des valeurs, est importante et que je pense que si les sociétés avaient un peu plus la capacité de s'auto-analyser, y compris en se comparant aux autres et notamment à ceux qui performent plutôt mieux. Et tout à l'heure, Sadi évoquait le cas simplement des villages japonais où il y avait plus de cohésion sociale, qui se sont relevés plus vite et ont subi moins de dégâts du tsunami. Ce travail d'auto-analyse avec ces éléments de comparaison qu'on accepterait de faire en essayant de comprendre qu'est-ce qui permet d'évoluer dans le bon sens, serait bien utile. C'est entre autres à cela que servent notamment les organisations internationales qui font correctement leur boulot. Voilà ce qui me semble important de ce travail d'auto-analyse. S'il peut être développé, à mon avis, ferait progresser beaucoup les communautés, et notamment au niveau local. Et il faut remarquer que dans les pays scandinaves, sont très redistributifs, d'accord, et que deux, l'étalage de la richesse n'est pas du tout bien vu.
c'est pas bien vu d'avoir une grosse bagnole au Danemark. Et donc, on va dire, il y a toujours des classifications sociales, il ne faut se faire aucune illusion, ça existera toujours. Les gens, selon l'endroit où ils habitent, selon la manière dont ils parlent, etc., continuent à se catégoriser. Mais je dirais, c'est quand même moins dramatique que quand c'est des grosses inégalités qui portent sur le niveau de vie et les conditions concrètes d'existence, comme les grosses inégalités de revenus. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, je dirais, tant qu'à avoir des inégalités, parce que c'est aussi comme ça qu'on motive les gens avec l'augmentation du statut, et parce que c'est des primates et que malheureusement, ça c'est difficile à changer. Si on arrive à faire porter ces questions de motivation, de compétition, de reconnaissance et de statut sur des choses qui, je dirais, sont à gain positif et pas à somme nulle, comme je parlais justement de tout ce qui était culturel ou le care, etc., je pense que ça donne des sociétés qui sont quand même plus sympas, quoi. Et c'est ça qu'on aimerait que vous décriviez, ceux qui vont répondre au concours. C'est pas juste insister sur le fait que tous les transports c'est à l'hydrogène, que les maisons il y a des plantes partout sur le toit, en façade, etc. C'est très bien ça. Mais c'est aussi montrez-nous dans la vie quotidienne comment les gens ont trouvé le moyen de résoudre leurs problèmes, de se réguler un petit peu localement. Qu'est-ce que c'est les formes de gouvernement, et ça, c'est des choses que vous pouvez nous montrer à travers, en arrière-plan, mais la vie quotidienne, le travail, comment ils se distraient, comment ils se rencontrent, de quoi ils discutent, qu'est-ce qui est important pour eux, sur quoi est basé leur statut et la reconnaissance locale, comment se fait l'éducation des enfants. Ça, c'est des trucs qui créent une société. Ce n'est pas seulement les artefacts matériels. Ça bouge les artefacts matériels. Mais la culture et les valeurs d'une société, c'est ça qui va faire que les gens sont plus ou moins heureux finalement. Parce que les gens au Moyen-Âge n'étaient pas forcément plus malheureux que maintenant. Pourtant, quand vous comparez leurs conditions de vie, ça n'a rien à voir. Et donc, ce qui est important pour nous, les humains, du moment qu'on a à manger et qu'on n'a pas trop froid et pas trop peur, c'est comment on se sent dans le groupe. Et c'est là-dessus qu'il faut faire porter la réflexion et le progrès et l'éducation. Je te remercie, Sadi, pour cette transition que tu m'offres. Et effectivement, je pense que c'est important de rappeler que l'objectif de ce concours, c'est vraiment de susciter des visions du futur qui soient évidemment attractives, mais aussi partageables et qui puissent permettre une mobilisation en étant inspirantes, au sens où les gens pourront se représenter facilement ce qu'est cette vie meilleure dans le futur et avec des pistes d'action pour aujourd'hui pour y parvenir. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément de réfléchir à toutes les innovations technologiques, mais plutôt à comment vivre mieux ensemble. Et donc, puisqu'on a encore quelques minutes pour évoquer le concours, je vais répondre directement à une question qui a été posée sur est-ce qu'on peut soumettre plusieurs projets? Alors oui, le règlement du concours l'autorise. Effectivement, si vous êtes très, très inspiré et très créatif, il est possible de soumettre plusieurs projets, seul ou en groupe, seul pour certains, en groupe pour d'autres, ou à votre guise, et dans différentes catégories si vous le souhaitez. Donc, si vous avez envie d'explorer toutes les catégories du concours, qui sont, je rappelle, histoire courte ou scénario, BD, vidéo courte ou article de journal de fiction. Donc tout ça, si ça vous inspire, vous pouvez déposer dans chacune des catégories ou plusieurs dans une seule catégorie. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pratiques. En attendant, peut-être que Jean-Éric, tu veux donner ta vision du concours et de son objectif, puisque à l'origine, c'est un peu toi quand même qui a été son inspirateur. Je crois qu'on a été tous les deux, Sadi et moi, un jour on s'est dit on ne peut pas continuer à entendre que de la collapsologie, donc il faut trouver un moyen de faire bouger les choses. Et donc c'est à partir de là qu'on a essayé d'imaginer un instrument qui précisément ça a pour, je dirais, âme ce concours, l'idée que tout un chacun est concerné.
Et chacun peut, d'une manière ou d'une autre, contribuer à créer une vision plus positive de l'avenir. Et évidemment, après, il a fallu avoir des instruments pour ça. C'est pour ça que ça se présente sous la forme de petites vidéos, de BD ou d'historiettes. Donc, quelque chose qui ne peut pas être trop lourd pour que chacun puisse effectivement s'exprimer. La dimension qui me paraît importante, c'est précisément celle qui ne se porte pas sur le matériel, celle qui vient toucher, je dirais, les aspects culturels, fondamentaux, presque éthologiques des sociétés. Parce que c'est ça qui, en fait, au bout du compte, va permettre une vraie transformation. Et à partir du moment où ça prendra une masse critique suffisante, eh bien, à ce moment-là, la trajectoire des sociétés humaines s'infléchira. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure Sadi sur cette importance de l'immatériel et du culturel. Et j'ai moi-même fait l'expérience à travers mes voyages et mes interventions de caractère fondamental pour le développement des sociétés de ces éléments immatériels et culturels. C'est ça qui fait la différence. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est que c'est la première année, c'est une expérimentation. Donc, à partir de là, il y a nécessairement des essais et erreurs. Il n'y aura peut-être pas suffisamment de candidatures, de projets de très grande qualité, mais ce n'est pas le problème. C'est pas, à la limite, ce n'est pas le sujet. C'est une longue aventure qui commence. On ne transforme pas les mentalités et comportements des sociétés du jour au lendemain, mais on pose un premier pas et cette expérience, on en tirera à ce moment-là un certain nombre de leçons pour améliorer les années suivantes, peut-être en changeant de sujet, peut-être pas en changeant de sujet, mais ce n'est pas, je dirais, one shot, comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Merci. On a une question intéressante que sans doute d'autres candidats, candidates possibles se posent. Est-ce qu'il serait possible de travailler, de présenter une œuvre sur un territoire rural? Alors j'imagine que la candidate entend peut-être une petite ville, qui est autre chose que des très grandes villes comme Paris, New York. Moi, enfin, si je peux répondre à ça, je crois que si on arrive à faire passer, même si c'est sur un territoire rural, quelque chose qui a une valeur par rapport au processus d'urbanisation, quel que soit au fond le message qu'on veut faire passer, mais si ça renvoie à la manière dont, au fond, une collectivité se constitue et que ça peut avoir une application dans quelque chose qui n'est pas la campagne pure, mais qui est au fond la vie collective dans des villes qui sont un peu plus grandes, des quartiers ou autres, pourquoi pas? Enfin, je pose la question à Sadi, il y a peut-être une réponse complémentaire ou contradictoire avec la mienne d'ailleurs. Non, c'était ce que disait Alphonse Allais, qu'il faudrait c'est mettre les villes à la campagne, mais quand on regarde l'évolution de Détroit, par exemple, hein, c'est une ville qui est en train de se transformer en autre chose que ce qu'on conçoit comme la ville habituellement. C'est-à-dire qu'on essaye de voir s'il n'y a pas justement une sorte de ruralisation de la ville. Hein, de même que si on imagine des villes dont la plupart des toits deviennent cultivés, c'est autre chose. Ce qu'on s'est dit, c'est le principal problème que rencontre pour le moment l'humanité, c'est quand même que les humains sont tassés dans les villes et que c'est ce qui croît le plus vite. Hein. Et l'essentiel de la population humaine, d'après les projections actuelles, sera dans des villes. Et déjà dans des villes, mais le sera encore plus. Donc, si vous nous présentez quelque chose qui est l'évolution de la ville, c'est de devenir des petits villages interconnectés et que vous nous faites comprendre que c'est comme ça que la ville a évolué, pourquoi pas? Mais ce qu'on essaye de faire là, c'est de dire, c'est ce que disait Jean-Éric tout à l'heure, c'est bon, pourquoi on a fait ce truc-là, ce concours-là, c'est
Un autre monde est possible, ok, mais alors lequel et comment on y va? Et si on n'a pas une représentation positive, on n'y arrivera pas. Hein. Et là, ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut transformer les villes, qui sont quand même pour le moment un des gros problèmes écologiques et sociaux de l'humanité. Alors, la difficulté avec la prospective, c'est que la prospective, ça prolonge les tendances actuelles et donc, en particulier, ça montre tous les problèmes possibles. Hein. C'est pour ça que la prospective, elle est souvent assez noire, hein, parce qu'on voit bien comment les problèmes se développent, c'est moins facile de voir comment les solutions se développent. Et la prospective est utile parce que quand elle montre qu'on va dans le mur, c'est ça qui permet d'éviter le mur. Donc, une bonne prospective, c'est une prospective fausse, hein, du point de vue des catastrophes. On a prévu la catastrophe suffisamment à temps pour qu'on puisse l'éviter. Nous, ce qu'on essaye de faire là, c'est de faire diffuser des images de ce que ça pourrait être un autre monde possible, et en particulier une autre ville possible. Si vous êtes dans cet esprit-là, allez-y. Si vous nous dites, écoutez, moi les villes, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux voir, c'est l'évolution des campagnes ou de l'espace rural, je vous dirais, attendez que le thème du concours, ça devienne l'évolution de l'espace rural. Mais là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'adresser déjà ce premier problème-là, qui est le truc qu'on a vraiment en pleine figure pour le moment dans la prospective, où on dit c'est mal barré les villes si ça continue comme ça. Donc voilà une réponse peut-être un peu plus longue, mais c'est si vous êtes dans l'esprit de ce concours, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer les villes et que ça devient autre chose que des villes, ok, allez-y. Si ce n'est pas ce problème-là auquel vous vous adressez, bah, vous êtes hors sujet. Voilà. Et on a une dernière question qui est de savoir combien il peut y avoir de participants par équipe, et qui vous remercie pour vos interventions très intéressantes. Donc, il n'y a pas de limite de participants. Je rappelle juste que tous les participants doivent être majeurs, pour des questions notamment de propriété intellectuelle. Et voilà, donc il faut juste bien les mentionner pour que vous pas vous attribuer le travail de quelqu'un d'autre, mais sinon, il n'y a pas de limite aux équipes que vous pourrez former pour proposer des projets. On a atteint 19h33 allègrement, donc je pense qu'on peut clore ici, d'autant plus qu'il n'y a plus de questions. Je vais vous remercier, messieurs, pour vos interventions, encore une fois, au nom aussi de tous les spectateurs, qui ont été plusieurs à vous remercier. Et je vais juste conclure en vous donnant les prochains rendez-vous. Alors, ça ne figure pas encore sur notre site, mais normalement, ça devrait se faire, et ça a été évoqué très brièvement par Jean-Éric, qui parlait de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui avait mené toute une réflexion prospective sur l'urbanisme en 2030-2040. Normalement, on devrait avoir la directrice de cette fédération qui viendra nous présenter le 21 avril ce travail-là de prospective. Donc, ce sera confirmé et ce sera bien sûr sur notre site, nos réseaux sociaux et notre lettre d'information. Et à signaler aussi, et c'est déjà sur le site du concours, une intervention en anglais cette fois-ci le 27 avril, toujours à la même heure à 18h à chaque fois, sur Lifestyles. Donc, le titre de l'intervention par le directeur de la Fédération mondiale des études de prospective, la World Future Studies Federation. Le titre sera Drivers of Change and Lifestyle in 2050, a Decentralized and Autonomous Futurescape, ce qui promet. Donc, de beaux rendez-vous à venir, et on aura encore d'autres webinaires jusqu'à la fin du concours, donc, qui est prévu, enfin, en tout cas le dépôt des œuvres, je vous le rappelle, le 31 mai. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver la vidéo sur le site du concours, et je vous dis donc à bientôt. Et si vous avez des questions sur le concours, n'hésitez pas à les adresser à info@positive-future.org. À bientôt. Jean-Éric Sadi, si vous voulez, je vous retrouve sur une autre réunion Zoom tout de suite après, et là je vais clore ce webinaire.